exauce nos prières. Avant de donner la parole au président de la République pour son discours, je tiens à rappeler que pour les intervenants, c'est 3 minutes par intervenant. 5 minutes. Le président a décidé que c'est 5 minutes. Donc 5 minutes par intervenant. Monsieur le président de la République, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à nos autorités religieuses qui viennent d'ouvrir par leur prière cette assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les leaders des partis et coalitions de partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, Mesdames, Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chères autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, titres et qualités, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora. Je souhaite d'abord vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à mon appel à ce dialogue national. Appel que j'avais formulé dans mon message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et réitéré le jour de la Korité. Cette rencontre n'est pas une première parce que le diso fait partie de notre identité socio-culturelle. C'est pourquoi j'ai érigé le dialogue en principe de gouvernance qui transcende le face-à-face pouvoir-opposition et intègre toutes les forces vives de la nation. Parce que la vie nationale ne peut être monopolisée par les seuls antagonismes politiques au détriment d'autres priorités d'intérêt commun. Voilà pourquoi nos concertations nationales antérieures ont porté sur des domaines variés, comme l'avenir de l'enseignement supérieur, la réforme des institutions à l'origine du référendum constitutionnel de mars 2016, qui a donné à l'Assemblée nationale les nouvelles prérogatives d'évaluation des politiques publiques, qui a également permis la désignation de 2 membres du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale. Les collectivités territoriales, ce qui a abouti à l'acte 3 de la décentralisation. Le dialogue politique a permis également la réforme du code électoral, dont l'élection des maires et des présidents de conseil départemental au suffrage universel direct, le dialogue social qui a donné naissance à la création du Haut Conseil du dialogue social, mais également aux conférences sociales. Et tout récemment, les concertations nationales sur la lutte contre la vie chère. C'est dans le même esprit que j'ai instauré le 28 mai comme journée du dialogue national. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, le besoin de concertation est encore plus pressant, alors que le monde entier continue de subir les conséquences cumulées de la pandémie Covid-19 et d'une guerre majeure dont personne ne peut prédire ni l'étendue ni la fin. S'y ajoute pour nous la menace immédiate liée à l'avancée du terrorisme dans le Sahel, qui a fini d'atteindre des pays jusque-là épargnés. En outre, l'échéance électorale présidentielle de février 2024 s'impose d'elle-même comme sujet de dialogue. Je voudrais dire ici que
le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente, comme notre pays sait si bien le faire, y compris récemment en janvier et juillet 2022. Je n'oublie pas le défi de la jeunesse, de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Nous avons beaucoup fait dans le cadre d'instruments comme le centre de formation, la convention État-employeur, la DER-FJ, le 3FPT, l'ANPEJ et le programme Xëyu Ndaw ñi. Mais il reste évidemment beaucoup à faire pour améliorer l'employabilité des jeunes et vaincre le chômage. Un autre défi qui mérite concertation, c'est l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières. Toutes ces questions nous interpellent en tant que nation, au-delà de nos différences et de nos divergences. Il est donc de notre devoir de nous retrouver pour délibérer sur nos affaires communes dans le respect de nos acquis démocratiques, le respect des règles qui fondent la nation sénégalaise, l'état de droit, la République et ses institutions, le respect de notre justice, le respect de nos forces de défense et de sécurité, le respect des biens publics et privés et de la propriété privée, le respect de nos confessions religieuses et de leurs guides. C'est tout cela qui forme notre modèle de société, que nous avons la responsabilité individuelle et collective de faire vivre et protéger. Le régime de liberté que nous avons choisi va de pair avec l'exigence de responsabilité. Il n'y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a comme contrepartie la responsabilité qui en limite les abus. C'est dire que ce dialogue doit marquer notre engagement individuel et collectif de raviver les valeurs qui fondent notre vivre ensemble dans la paix, la stabilité et l'harmonie sociale. Adhérer à ces valeurs, c'est bannir la violence physique et verbale, ainsi que les discours haineux et la stigmatisation. Nous le savons, chaque violence physique, chaque violence verbale, chaque mot de haine, chaque bien privé ou public saccagé, et au-dessus de tout, chaque Sénégalais tué constitue une blessure profonde à notre pays, à notre humanité et à la nation sénégalaise tout entière. C'est le lieu de renouveler mes condoléances émues aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés au cours des récents événements. Si besoin en était, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que l'État est et restera debout pour protéger la nation, la République et ses institutions, ensemble avec toutes les composantes sociopolitiques et prises de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Nous devons solidairement défendre notre modèle de société. C'est l'une des raisons d'être fondamentale de ce dialogue national. Il y va de notre intérêt commun. Comme je l'ai rappelé dans mon message du 31 décembre 2022, je disais, nous sommes parce que le Sénégal est. Nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Mesdames et messieurs, c'est la nation qui nous parle, car elle exige la paix.
C'est chacune et chacun de vous qui parle avec votre Sénégal que vous aimez, car vous prolongerez ici, dans cette salle, par vos mots, par vos suggestions, par votre respect des valeurs du dialogue, notre aspiration de paix, de démocratie et d'un Sénégal de progrès économique et social qui saura prendre en charge son avenir. Mesdames et messieurs et distingués participants, d'autres défis nous interpellent, dont l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, mais aussi minières. L'expérience en Afrique montre à suffisance que ces ressources suscitent souvent la convoitise, des rivalités géostratégiques et des actes malveillants allant de la piraterie au sabotage, voire au terrorisme. Comme gouverner, c'est prévoir. Nous souhaitons le meilleur en nous préparant au pire. C'est pourquoi nous avons considérablement renforcé les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, afin qu'en tout temps et en tout lieu, elles soient à la hauteur de leur mission de veille et de défense sur nos ressources naturelles. Je tiens à renouveler ici ma ferme détermination pour l'exploitation sécurisée, transparente, inclusive et durable de nos ressources. Ainsi, selon les dispositions de la Constitution issue du référendum de mars 2016, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Fin de citation. En application de cette norme constitutionnelle, le gouvernement a adopté une série de mesures comprenant la révision de nos codes miniers, pétroliers et gaziers, en intégrant les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives à laquelle j'ai fait adhérer notre pays en 2013. Les lois sur le partage des recettes issues de l'exploitation future des hydrocarbures entre les générations actuelles et futures et sur le contenu local pour soutenir la participation du secteur privé national à l'exploitation de nos ressources naturelles. La création d'un registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif et la modification du Code général des impôts pour étendre l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à l'ensemble des secteurs de la vie économique au Sénégal. Au demeurant, nos efforts en matière de gestion transparente des ressources extractives ont été reconnus par l'ITIE. Je ne reviendrai pas ici sur les excellentes appréciations dans l'évaluation d'octobre 2021 du Conseil d'administration de l'ITIE sur le Sénégal. Dans la même dynamique, nous avons mis en place en 2016 le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, chargé de conseiller le président de la République et le gouvernement sur toutes les questions liées aux filières pétrolières et gazières. Je présiderai prochainement une réunion élargie du COS-Pétrogaz pour faire le point sur l'état d'avancement des projets pétroliers et gaziers et la stratégie Gas to Power, la production donc d'électricité à partir du gaz domestique. Le bilan et les perspectives de développement du contenu local dans le secteur des hydrocarbures et des mines. Les résultats, orientations et impacts économiques et sociaux
attendue de la politique nationale de gestion des ressources pétrolières et gazières et la gouvernance des entreprises et agences publiques du secteur de l'énergie. Je voudrais rappeler que nous avons créé en 2017 l'Institut national du pétrole et du gaz et l'INPG a formé à ce jour 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. Notre objectif est d'élargir le spectre des formations pour intégrer d'autres corps de métier, y compris des juristes hautement qualifiés dans ce domaine complexe, parce que si nous voulons maîtriser au mieux l'exploitation de nos ressources, il nous faut disposer d'un capital humain diversifié et de qualité. En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, je souhaite que le secteur privé national investisse davantage dans les chaînes de valeur de la filière pétrolière et gazière, afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour nos jeunes. Je veux redire ici la disponibilité constante du gouvernement sur l'exploitation des ressources naturelles sur une base saine, sereine et informée. Aucune question n'est taboue sur le sujet. De la même manière, en plus des questions politiques, sont des questions essentielles et celles spécifiques des ressources naturelles, ce dialogue pourrait porter sur d'autres sujets, notamment économiques et sociaux. À l'épreuve de la pandémie Covid-19 et de la guerre en Ukraine, et malgré une conjoncture économique difficile, le gouvernement a pris un ensemble de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises. Mesures d'ordre fiscal, subvention des prix de denrées de première nécessité et hausse des salaires, en plus de l'appui aux couches sociales les plus vulnérables à travers le programme de bourse nationale de sécurité familiale. L'État a également fait un effort considérable de réduction des dépenses publiques sur son train de vie. Au cours de ce dialogue, nous pouvons échanger sur les voies et moyens de mieux soutenir notre secteur privé, atténuer le coût de la vie et optimiser la dépense publique. S'agissant maintenant du format du dialogue, tirant parti de l'expérience passée, nous pourrions reconduire les mêmes commissions pendant le dernier dialogue qui était présidé par le président Famara Ibrahima Sagna. Ces commissions étaient la commission politique, la commission économie et sociale, commission cadre de vie et environnementale et environnement, commission paix et sécurité, commission ressources naturelles, commission bonne gouvernance et lutte contre la corruption, commission administration, décentralisation et territorialisation des politiques publiques, et enfin une commission de synthèse. Je dois dire d'ailleurs que ces commissions avaient presque achevé leur travail, mais il s'agit de le remettre à jour et d'en tirer les conclusions. Sur le volet dialogue politique, je vous recommande de mener les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques. J'ai désigné mon haut représentant, M. Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, pour me représenter au dialogue et en assurer la conduite si vous en convenez. S'agissant de la structuration du dialogue, je souhaite qu'elle soit inclusive en intégrant au bloc composé de la majorité présidentielle, de l'opposition et des non-alignés, les représentants des guides religieux et coutumiers ainsi que ceux de la société civile. Je resterai pour ma part attentif aux conclusions qui me seront renvoyées. Encore une fois, je vous remercie pour le temps et les efforts appréciables
que vous allez consacrer à ces assises dont cette séance n'est que l'ouverture solennelle. C'est une grande cause, plus grande que chacun de nous, parce qu'elle est nationale. Elle nous engage tous et fait de chacun de nous un acteur indispensable de notre réussite collective. Je suis confiant que nous pouvons y arriver si nous puisons dans la sagesse de nos anciens et le génie créateur de notre peuple. Je vous y encourage vivement et souhaite plein succès aux travaux du dialogue national. Et je vous remercie de votre aimable attention. mbokk yi ci tënk ndax li ma doon wax léegi am na traduction ci wolof xaw ma nag ndax yeneen langue yi traduire nañ ko am déet waaye en tout cas wolof bi moom leer na yeneen itam bon kon nag xam naa ne tënk la rek tënk bi tam mooy waxtaanu tey bi dafa nekk waxtaan bu am solo